et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique annonce que la période de dépôt des listes de candidatures pour les élections anticipées, les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 ne sera pas prolongée comme le souhaitaient de nombreux acteurs politiques. Cette période reste donc fixée du 28 au 29 septembre 2024 à minuit selon le décret numéro 2024-1981 du 17 septembre 2024. Le ministre Jean-Baptiste Tine exprime également sa gratitude envers la société civile et la classe politique pour leur dialogue constructif. Et puis les législatives anticipées du 17 novembre 2024 seront les élections les plus mal organisées du Sénégal. C'est la conviction du président de la défunte législature, invité du jury du dimanche. Abdou Mbow a dénoncé donc plusieurs manquements dans le processus électoral, dont des violations de la loi, et l'avis donc du Conseil constitutionnel reçu par le président de la République est publié 2 mois après par ce dernier. Nous suivons ces précisions interrogées par Aïssata Ndiatifala. Il a eu l'avis du Conseil constitutionnel, et si tu vois l'avis du Conseil constitutionnel, à l'article 4, on dit que cet avis doit être publié au journal officiel. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Oui, et ça a été fait, hein? Non, écoutez-moi. Il a reçu l'avis le 15 juillet et on l'a publié 2 mois après. Est-ce que dans un pays, une république normale, cela peut se comprendre? Je dis bien non, processus électoral, c'est-à-dire la date des élections. Le fait d'éliminer le parrainage. La caution. Les actes réglementaires. Là, la caution, c'est normal. Parce que la caution, on a dit que s'il y a des élections législatives anticipées, la loi est claire là-dessus. Ça, c'est la Constitution. On reconduit la caution des élections passées, c'était 15 millions. Ça, c'est normal. Je dis bien les actes réglementaires pour le dépôt, pour la campagne électorale, tout ça. Mais ce sont des actes réglementaires qui remplacent une loi organique. Et ça, c'est pas normal, encore une fois de plus. Ils ont violé totalement la Constitution sénégalaise. Et ça, c'est dangereux parce que le président de la République, il a prêté serment pour d'abord dire qu'il va respecter la Constitution et faire respecter la Constitution. Le président de la République... Et aujourd'hui, on voit qu'ils sont dans le déni, ils sont dans le tâtonnement. On a totalement des craintes parce que, comme je vous l'ai dit, mais les délais sont non seulement courts, ils vont avoir des élections les plus mal organisées de l'histoire. Et puis la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko sur les finances publiques n'est ni plus ni moins qu'un mensonge d'État. C'est selon le député de la 14e législature qui réfute complètement les propos tenus par Ousmane Sonko. Et puis selon le responsable de l'Alliance pour la République, le Fonds monétaire international aurait alerté s'il avait reçu des chiffres maquillés, comme l'a fait entendre le Premier ministre. Et puis pour Abdou Mbow, Ousmane Sonko est dans la pure manipulation. Nous suivons toujours ces explications devant le jury du dimanche. Dans ce qui concerne l'État central, ce que Ousmane Sonko a dit ne peut pas relever de l'utopie. Et j'en viens pour expliquer. Vous savez, le FMI, il a parlé de maquillage de chiffres, vous avez entendu. Oui. Ça, ce sont des mensonges d'État si c'est vrai. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer. Vous savez, le Fonds a fait sa dernière visite au Sénégal pour l'ancien régime en octobre passé. Et depuis octobre passé, il n'a pas rencontré un ministre ou le gouvernement du président Macky Sall jusqu'au mois d'avril, si vous vous rappelez bien, sa dernière visite. Et quand il est venu, il a été reçu par le président, il a été reçu par le Premier ministre, il a été reçu par le ministère des Finances et il a reçu les statistiques de la comptabilité publique. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des canaux de transmission des informations au Fonds monétaire international par des structures dédiées qui ne sont pas, qui ne répondent pas du ministère des Finances. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que je pense que si le Fonds monétaire international était venu, reçu par les autorités actuelles et qu'il leur donne des informations qui ne sont pas conformes à la réalité, il allait alerter. Mais vous avez vu le rapport du FMI. Mais aujourd'hui, comme lui, il est dans la manipulation, il est tout le temps en train
de vouloir faire de la politique politicienne, il a voulu expliquer. Parce que vous savez, vous-même, quand je vous explique la dette intérieure et la dette extérieure, vous me dites que c'est confus. Parce que c'est tellement technique. Et ça, c'est ça la vérité. Et le ministre des Finances, Moussa Faba, à l'époque, à l'Assemblée nationale, devant tout le monde, vous pouvez peut-être chercher les jachures, mais il l'a expliqué. Et puis éducation, dans cette édition, après d'une semaine de la rentrée scolaire, toutes les dispositions sont prises pour une ouverture des classes aux normes. Un constat qui transparaît d'un séminaire de 2 jours entre les autorités et les autres acteurs du secteur. 2000 enseignants sortants vont recevoir leur ordre du jour avant donc le 30 septembre, ajoute donc le directeur des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale. Nous suivons ces précisions au micro de Babacar Seck. Chaque année, les gens se plaignaient de recevoir les sortants très tard, alors qu'on veut dire Ubitei Djangete. Je dis quand on dit Ubitei Djangete, il n'y a pas l'enseignant. Donc, dans ce cadre, le ministre avait donné des instructions pour que les enseignants sortants, on en a eu à peu près 2000 cette année, soient affectés avant le 30. Nous avons eu quand même la chance de les affecter aujourd'hui le 28 et tous les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation et de la formation sont partis de ce séminaire avec tous les OS qu'on leur a donnés. Maintenant, c'est à eux maintenant d'organiser la distribution interne. Et nous pensons qu'ils vont mettre à profit le week-end, lundi, pour que ces enseignants fassent la rentrée pédagogique administrative avec tous les autres, c'est-à-dire le 3, pour qu'ils soient là le 7 pour démarrer les cours. Donc je crois que c'est globalement ça quand même qu'on a eu comme résultat. Pendant ce temps, à Matam, certains établissements scolaires seront occupés par des victimes du débordement du fleuve en attendant de leur trouver des logements. Une quarantaine de sinistrés ont donc été évacués par les forces de défense et de sécurité. Une opération de secours qui s'est donc déroulée en présence du gouverneur de la région, nous dit Amadou Mardiallo. Les eaux du fleuve continuent d'occuper des concessions à Matam. Après les inondations dans certains villages de Dandemayo, le chef de l'exécutif régional a mobilisé les forces de défense et de sécurité pour une première opération d'évacuation des sinistrés. Une évacuation faite par la voie fluviale. Nous avons été alertés d'un hameau désigné sous le nom de Falokoni. Et depuis ce matin, nous sommes là. Le commandant des sapeurs a quitté Saint-Louis spécialement pour ça. Nous avons également l'armée qui a mis leurs embarcations ainsi que les sapeurs. À présent, toutes les populations, tous les habitants ont été évacués ainsi que leurs bagages. Les animaux sont en cours d'évacuation et ce qui reste maintenant, c'est les reloger au niveau des structures des établissements de la commune. Ils sont environ une quarantaine pour le moment. Face à une montée des eaux du fleuve causant une panoplie d'inondations des hectares de surface cultivable et des localités sur le long de la vallée du fleuve, le gouverneur de la région de Matam, Saïdja, rassure les populations sur la situation. Nous avons les maires, les sous-préfets et les préfets qui sont à pied d'œuvre et sur le terrain depuis lors. Nous sommes là depuis le matin, ça a été le cas dans d'autres localités. La gendarmerie, l'armée, les sous-préfets et les préfets, à chaque fois qu'on nous signale des situations, ils se déplacent sur place pour proposer des solutions à apporter et, disons, aider les populations à sortir des... Sous la hantise de ces inondations, les populations de Dandemayo ne dorment plus du sommet du juste. Coupées du reste de la région par des eaux, la voie fluviale est la seule autorisée par les populations pour vaquer à leurs préoccupations. Et puis un atelier de partage sur le contenu du nouveau code pastoral. C'est ce que les initiateurs du projet Sensouf ont organisé avec les organisations fêtières des éleveurs de la région de Kaolack. Selon le coordonnateur du projet dans le Saloum, ce code vient résoudre les conflits nombreux qui opposaient en tout cas les éleveurs aux agriculteurs sur les parcours de bétail. La libre circulation du bétail est également garantie dans ce code bien naturellement, mais au-delà de ça, les terres sont très bien aménagées, nous dit Sekou Diallo. En 2023, le nouveau code pastoral a pour objectif d'apporter une solution à tous les facteurs de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Pour partager avec les organisations fêtières des éleveurs sur le contenu du code, le projet Sensouf, financé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement, en collaboration avec la République du Sénégal, a organisé un atelier à Kaolack. Nous avons eu précédemment 3 rencontres avec les organisations fêtières des éleveurs. On les a accompagnés à formuler des recommandations qui ont été transmises à l'Assemblée nationale pour être prises en compte dans le débat pour l'adoption de la loi. Ce code donc dispose en général des principes directeurs
de l'activité pastorale, comme le principe de la mobilité du bétail et le principe de la préservation des ressources naturelles et de l'environnement. Et chaque type d'acteur, le code définit un ensemble de droits et d'obligations afin de pouvoir mieux gérer l'activité pastorale. L'application de ce code permettra d'avoir une bonne cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, mais ça va renforcer également la protection de l'environnement. Nous l'espérons parce que le code vient d'être adopté il y a juste un an. Il reste maintenant à prendre les mesures, les décrets d'application. Nous osons espérer que l'élaboration de ces décrets-là se fera de façon concertée, surtout avec les organisations faîtières des éleveurs, pour qu'on puisse disposer des mesures d'application idoines qui permettraient de rendre ce code-là beaucoup plus effectif. Le pastoralisme, longtemps marginalisé dans l'utilisation des terres rurales, est désormais reconnu comme une activité essentielle par l'article 44 de la loi d'orientation agro-silvopastorale de 2004. Le nouveau code pastoral de 2023, considéré comme une avancée législative majeure, vise à sécuriser les droits fonciers des éleveurs en intégrant pleinement le pastoralisme dans la gestion des terres rurales. Ce cadre juridique permettra de prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs tout en renforçant la sécurité alimentaire et la souveraineté économique du Sénégal. Et puis les éleveurs approuvent donc le nouveau code pastoral en phase avec toutes les dispositions. Ils demandent que les décrets d'application suivent le plus rapidement possible, suivant l'appréciation du président de la Fédération Aïnabé de Saloum. Un impact positif dans la mesure où l'éleveur saura désormais, par exemple, ses droits sur le foncier, ses droits sur le pâturage, ses droits sur comment gérer son cheptel pour avoir un développement durable et apaisé. Et éventuellement, une cohabitation pacifique entre l'éleveur et l'agriculteur. Et éventuellement, dans le milieu où il évolue, c'est-à-dire l'environnement, et pour ne pas entrer dans par exemple, le coupe de bois et consorts. Tout ça, le code s'attelle à ça et on est en train d'expliquer ça aux éleveurs pour qu'ils comprennent très bien le contenu du code. La transhumance est une problématique pour les agriculteurs. Cette loi-là pourrait être une solution? Oui, le code le permet. Pratiquement, le code règle tout le problème. La transhumance à travers les conventions locales qui permet ça, éventuellement, comme je vous l'ai dit tantôt, quand on connaît les droits et les obligations, j'espère que bien tout est réglé. Et puis le groupe Wafa Assurance souhaite rendre le marché de l'assurance en Afrique plus mature. Son but est d'encourager l'adoption de l'assurance par le grand public, mais également d'aider les acteurs du secteur à éviter les erreurs du passé. Wafa Assurance, une compagnie marocaine fondée en 2014, a récemment organisé la 3e édition de Wafa Connect au Sénégal. Je vous propose de suivre les réactions du directeur exécutif de Wafa International, mais aussi du directeur général de Wafa Assurance SA. Cette initiative, elle est née de la prise de conscience que même si en taille, en sachant que nous faisons à peu près 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an, ce qui fait de nous le premier player africain en dehors de l'Afrique du Sud, donc en chiffre d'affaires, on est les numéros 1, les leaders. Donc malgré cette taille, on était peu connus, y compris dans des pays importants comme le Sénégal où on est 3e. Ce n'est pas normal que nous soyons 3e et que nous ne soyons pas connus, parce que régulièrement, il m'arrive encore de rencontrer des personnes qui ne nous connaissent pas, parfois même des clients qui connaissent leur courtier, mais qui ne connaissent pas la compagnie d'assurance. Et donc, on a lancé un certain nombre d'initiatives pour améliorer la communication, améliorer l'image de Wafa Assurance, nous rapprocher de nos clients, de nos partenaires, du marché de manière générale. Et donc, Wafa Connect se veut un lieu où on réunit chaque année d'abord nos salariés, nos partenaires, avec nos clients, nos partenaires, pour les tenir au courant de notre trajectoire, de ce qu'on a réalisé et surtout de ce qu'on compte faire dans les prochains mois et prochaines années, de telle manière à ce qu'il y ait ce contact permanent. Alors au-delà de la présentation et du contact avec nos clients et partenaires, ce qu'on veut aussi à travers cette plateforme, c'est régulièrement choisir des thématiques
qui vont nous permettre de vulgariser l'assurance auprès du grand public et donc favoriser la pénétration de l'assurance auprès du grand public. Off Assurance se veut une entreprise qui voudrait apporter une valeur ajoutée au marché. Lorsque on s'est installé au Sénégal, nous avons créé de la valeur. Nous n'avons pas concurrencé les autres players qui étaient sur le marché. Nous avons recruté des cadres sénégalais fraîchement diplômés. Nous n'avons pas pris des cadres du marché. Et donc nous avons participé à la création de valeur. Et aujourd'hui nous respectons ce principe et cette philosophie et nous continuons sur cette voie pour apporter encore de la valeur ajoutée au marché. Comme je l'avais dit, aujourd'hui le marché sénégalais, si on raisonne en termes de taux de pénétration de l'assurance, il est encore dans une phase de démarrage, il est de 1,4%. Quand dans d'autres environnements, il est de 4%, 8% dans les économies développées, en Europe, en Afrique du Sud. Nous souhaitons vraiment que, bien sûr, aux côtés des autres acteurs de la place, de faire monter en compétence et en régime le marché de l'assurance au Sénégal. Et puis dans sa volonté de promouvoir un environnement plus sain pour les générations actuelles et futures, Nestlé Sénégal a organisé donc hier une journée de nettoyage et de sensibilisation au niveau de Thiaroye-sur-Mer. Un événement qui s'est déroulé en partenariat avec la Société nationale de gestion des déchets, mais également la mairie de la commune, une initiative qui a eu lieu donc juste après la journée de la mer, célébrée donc le 27 septembre. L'objectif principal était donc de collecter les déchets et de sensibiliser les habitants sur l'importance du tri des déchets et de la préservation de leur environnement. Je propose de suivre quelques réactions. L'événement que nous tenons aujourd'hui est d'une importance capitale. Je te laisse traduire ça. C'est une importance capitale parce que nous ne venons pas seulement pour prendre quelques sachets sur la plage et nous aller. C'est un symbole que nous posons aujourd'hui. Et ce symbole-là est un acte d'engagement. Un acte d'engagement pour nous, Nestlé, mais aussi pour nos partenaires de la mairie et de la SONAGED. Un engagement pour pouvoir protéger notre environnement. Protéger notre environnement, nous rassurer que nous avons un environnement sain, protéger les ressources naturelles que nous avons et se rassurer que les communautés dans lesquelles nous vivons ont la bonne information pour assurer cette protection-là. Le délégué Massamba Babou a soulevé la question du poste de santé à travers leurs besoins en ambulance. Mais je voudrais aller plus loin, monsieur le directeur, en vous demandant, dans vos programmes de recrutement, de bien prendre en compte la jeunesse de Thiaroye-sur-Mer. Cela, pour lutter contre un fléau, le fléau de l'immigration clandestine qui nous hante tous. Nous remercions chaleureusement M. Sanogo, directeur général de la Nestlé, pour cette initiative, et M. Mbaïfal Diallo, directeur de l'exploitation de la SONAGED, pour leur engagement continu à nos côtés. Nous espérons que cette action servira d'exemple et qu'elle incitera chacun d'entre nous à prendre soin de notre environnement au quotidien. Aujourd'hui, on se trouve à la plage de Thiaroye-sur-Mer. C'est une activité qu'on a décidé de mener en aval de la Journée mondiale de la mer qui se tenait le 26 septembre dernier. Donc c'est une activité qu'on a vraiment coordonnée avec la mairie de Thiaroye, ainsi que la SONAGED qui sont nos partenaires techniques privilégiés. Donc l'objectif c'était vraiment de pouvoir à la fois collecter les déchets mais également de sensibiliser les riverains. Vous le voyez au niveau de la plage, on a énormément de déchets. C'est vrai que c'est des habitudes qui sont ancrées auprès des populations de jeter des fois les déchets de tout type, que ce soit les déchets ménagers ou encore les déchets plastiques au niveau de la mer. Aujourd'hui, c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'entreprise qui est hébergée par Thiaroye-sur-Mer de pouvoir partager nos bonnes pratiques. Si vous voulez, ça fait 5 ans qu'au sein de l'usine de Thiaroye même, on a
implémenter une politique de zéro déchet à la décharge. Donc tous les déchets qui sont générés par nos processus de production sont intégralement traités, collectés, triés et ensuite remis à des prestataires pour nous assurer que ce ne sont pas des déchets qui soient derrière retrouvés au niveau des décharges. Donc ces bonnes pratiques et ces valeurs que nous avons à Nestlé, nous essayons vraiment de les partager à nos riverains, nos voisins. Et c'est ce qu'on est ensemble en train de faire avec la SONAGED et la mairie sur cette journée de nettoyage. Des réactions donc recueillies par Aram Fandao, Adama Aïdara Kanté et Seleman Diallo. Et c'est la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.